sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 18 septembre, journée de mobilisation un petit peu partout en France, des blocages, des actions. On le voit en ce moment sur les images dans beaucoup de villes de France. Déjà des interpellations évidemment. On va y revenir et on attend vos réactions. 0826 300 300, vos commentaires. Est-ce que vous irez manifester? Qu'attendez-vous de cette manifestation, de ces manifestations? Le mot d'ordre, on l'a déjà un petit peu évoqué hier, n'est pas très clair. On a le pouvoir d'achat. On voit quand même fleurir des slogans Free Palestine un petit peu partout, qui n'ont pas grand-chose à voir, mais on sent qu'il y a une mobilisation, en tout cas, qui est en train de s'organiser. Pour commenter l'actualité, Frédéric Dabi, bonjour, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube, que vous avez coécrit avec Brice Sokol, qu'on connaît bien ici désormais grâce à vous. Et un autre arrive le 7 novembre. Ah, voilà. Qui s'appellera L'écharpe et les tempêtes. Ça va parler à Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, ancien gilet jaune. Absolument, donc, bonjour à tous. On va pouvoir parler avec vous de ces manifestations également. Et Christiane Villeneuve, bonjour, journaliste politique. Vous avez dirigé de nombreuses rédactions et celle de Paris Match, du Parisien entre autres. Et on va évidemment commenter cette actualité de mobilisation aujourd'hui. On va parler également d'Emmanuel Macron. Où est-il passé? Dites-nous vous, auditeurs de Sud Radio, si vous souhaiteriez qu'il soit un peu plus présent. Il va partir à New York dimanche, mais on entend dire qu'il a laissé son Premier ministre, que toutes ces questions concernent le gouvernement et pas lui, mais enfin quand même. La censure, on a senti hier à travers les paroles de Rémy Branco que le PS n'était pas tout à fait disposé encore à se rallier à Sébastien Lecornu, et c'est des choses qu'on comprend. Je sais pas vous, Christian. Moi, on va y revenir, parce que moi, je suis très surpris par. Si on parle des négociations qu'il y a actuellement, je suis très surpris par l'attitude du PS, et je trouve qu'il n'a pas intérêt. Il prend des risques en jouant les gros bras. Ouais. Tout ça, parce que si effectivement ces demandes sont inacceptables du point de vue, si on se place du point de vue de Macron, puisque c'est la suspension ou l'abrogation de la réforme de la retraite, c'est la taxe Haussmann. Donc si il n'y a pas d'accord avec le PS, la dissolution semble inévitable, et je crois que dans le cas de nouvelles élections, compte tenu des relations qu'a le PS actuellement avec LFI et l'IFP, ce serait une déroute. On va en reparler avec Frédéric. Pardon ? Je serais prudent sur une déroute du PS quand on voit les rapports de force électoraux, notamment à gauche. Mais ça sera moins facile qu'une gauche unie, on est bien d'accord. On va en reparler, mais dites-nous si vous souhaitez une censure du gouvernement, 0826 300 300. Moi, j'avais envie comme mot du jour, de choisir cible, puisque ce matin, Delphine Ernotte a accordé au Monde une interview dans laquelle elle accuse CNews d'être une chaîne d'extrême droite. Pascal Praud lui répond qu'elle met ainsi une cible dans le dos des journalistes de CNews qui seront sur le terrain. Hier, c'est Éric Coquerel qui accusait Bruno Retailleau de mettre des cibles sur ses opposants politiques. C'est Bruno Retailleau, donc ça va rejoindre, je crois, votre coup de gueule, Patrick Vignal, c'est que il y a une violence, qui est assez insensée. On voit la une du JD News qui met Patrick Cohen en une en parlant en accusant le service public de tous les maux. De l'autre côté, on a Télérama qui accuse les opposants du service public de mettre une cible, et la une, c'est une cible avec le micro de France Inter. Quel niveau de violence On assiste à une radicalisation des points de vue. Oui, mais média contre média. Enfin, vous avez une certaine expérience aussi. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Vous savez, Patrick mon Vignal. coup de gueule, c'est en fait les Français ne s'aiment plus. Plus personne ne s'aime. C'est-à-dire qu'on a clivé les musulmans et les juifs, les territoires ruraux et les métropolitains, celui qui travaille, celui qui ne travaille pas. Et alors, ce qui me tue vraiment, c'est les médias. Enfin, normalement, les médias, il doit y avoir il y a un certain niveau. Et aujourd'hui, il y a une retenue. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, Valérie, moi, je suis très en colère. J'en prends ma part. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait, les politiques, pour qu'il y ait un peu de consensus. Et je trouve que, franchement, là, on va vers une dégringolade qui est très, très dangereuse. Parce que
que les gens ne se supportent plus. Enfin, vous voyez bien, il n'y a plus de dialogue en fait. Non, il n'y a plus de dialogue, il y a des Personne invectives. C'est dire, bon, je te donne, je relâche, et on va en parler. C'est le cas des partis politiques. Enfin, franchement, je vois les partis politiques, je pense à mon ami Faure, il sort, il dit, j'ai pas obtenu, je censure. Retailleau, il dit, je veux pas me marier avec Faure. Vallot, il dit, je veux pas... Non, mais pour qui nous prennent ces gens? Et non, mais c'est surtout les syndicats aussi qui posent une demande peut-être légitime, ils n'ont pas une réponse à court terme, donc ils censurent. Je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric, mais moi je suis comment ça se traduit? Est-ce que ça se traduit dans vos... C'était mon coup d'éclairage, je vais le faire tout de suite. Les Français ne s'aiment plus, peut-être. Moi, je trouve que les Français ne supportent plus leur personnel politique national. Je dis bien national. Il y a une vraie dichotomie avec les élus locaux. Notre dernière livraison du baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio est absolument édifiante. La part, alors que notre question elle est quand même gentille, c'est pas une cote de confiance, c'est pas est-ce qu'on aimerait que cette personnalité joue un rôle à l'avenir, c'est bonne, mauvaise opinion. La question la plus gentille, la question la plus simple, nous avons 0 personnalité qui a une majorité de bonnes opinions. En 2017, on en avait 18. En 2012, on en avait quasiment 1 sur 2. Ça en dit long sur cette dégringolade, alors qui touche la gauche, effondrement de tout le monde, sauf Mélenchon qui gagne un point mais qui est dans le bas du classement. Ça touche le bloc central, ça touche la droite, ça ne touche pas le Rassemblement national. Marine Le Pen et Jordan Bardella, symboliquement, sont les rares à progresser. Alors, ce n'est qu'un baromètre, mais ça en dit long sur... ce qui se passe depuis cette dissolution, depuis cette assemblée introuvable, ingouvernable, et pour reprendre un verbatim, un propos d'une électrice d'Emmanuel Macron au soir du 7 juillet, indémerdable, c'est vulgaire, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le politique ne joue plus son rôle, on a une crise du résultat, et surtout, par rapport à ce que vous dites, Patrick, une crise de l'écoute. Oui. Parce que le consensus, alors vous citiez très gentiment notre livre avec Brice Sokol, mais le consensus chez les Français, je ne cesse de le voir. Je viens de présenter une étude sur les énergies renouvelables, et ben, il y a un consensus sur l'insécurité, il y a un consensus sur les services publics, il y a du consensus, il y a même un affadissement très net du clivage gauche-droite, mais ce n'est plus pris en charge par le politique à l'échelle nationale. La nature ayant horreur du vide, il y a 2 acteurs qui prennent en charge ces attentes. L'entreprise, qui a une cote d'enfer, et bien sûr, vous les connaissez, Patrick Parker, les maires, les élus locaux. Alors, il y a une pression terrible sur eux, mais eux, au moins, arrivent à changer la vie des gens. Et le politique ne recherche pas du tout le compromis. Mais non, puisque c'est ça la difficulté. Patrick, c'est le politique se parle à lui-même. Ils se parlent entre eux. Pardon, mais les mécanos électoraux, les mécanos parlementaires, alors, c'est très intéressant, c'est même important, mais ça ne parle pas aux gens. Quand je vois les derniers débats sur l'agenda parlementaire, la loi PLM, aucun intérêt pour les gens, y compris à Paris ou Marseille, ils vont voter. La proportionnelle, c'est pareil, c'est important, mais est-ce que ça parle aux gens le fait que le colonel Dreyfus devienne général à titre posthume? Je trouve ça très bien, très juste, compte tenu de cette injustice que le colonel Alfred Dreyfus a subi. Mais pareil, on ne parle pas aux gens. Et c'est vrai que cette crise de l'écoute, quand on voit un simple baromètre avec une question si gentille, avoir des scores pareils, quand on voit que des espoirs à gauche ou à gauche Raphaël Glucksmann, à droite, qui vous voulez, perdre 5 points, 7 points, 9 points, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est même plus on ne vous écoute plus, on ne veut plus vous écouter. Oui, alors peut-être. Effectivement, on assiste à un spectacle navrant. Moi, je me situe, je me mets du côté du chef d'entreprise qui s'est éloigné de la politique et qui regarde ça parfois avec stupéfaction. Il y a une déconnexion absolue entre les élus, entre les discours des élus et les attentes des Français. On voit effectivement, vous le disiez, il y a un consensus des Français sur pas mal de sujets, sur l'immigration, sur la sécurité, sur la fiscalité qui est écrasante, on en parlera tout à l'heure. Et pour autant, nous assistons à un spectacle complètement déconnecté où effectivement, pour des querelles de boutiquiers, ils vont s'écharper. Patrick, c'était l'objet de ton coup de gueule. Et ça va de mal en pis. Ça va de mal en pis. Et là, aujourd'hui, avec cette manifestation qui va dans
dans la rue, les élus, nos élus, sont un petit peu comme des papillons dans les phares d'une voiture. Ils sont paniqués par cette colère qu'ils n'arrivent pas à identifier, qui est poliforme, et ils se renferment dans des jeux de posture. Et là, c'est dramatique, et je peux vous assurer que moi, dans ma petite Occitanie, aussi belle soit-elle, des gens qui étaient de droite, de centre-droit, d'extrême droite ou de centre-gauche, même de gauche, sont complètement paumés et ne croient plus en la parole politique. Donc c'est quand même un cri d'alerte. C'est un cri d'alerte. C'est comme ça qu'il faut percevoir la manifestation d'aujourd'hui. Moi, la perception que j'ai, c'est qu'en fait, le politique ne sait plus ni apprendre du peuple, ni écouter. Et vous savez, là, on a une crise très compliquée. Est-ce que c'est, et on avait débattu avec Benjamin, comme les Gilets jaunes et le gouvernement, on sort un chèque de 17 milliards, on n'a pas tout réglé, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses. Patrick, là, non, juste, je reviens sur cet élément de langage. Ouais. C'est sur les 17 milliards, il y a 10 milliards de baisse d'impôts. Bon, ok. Bon. Donc, c'est pas l'État qui a sorti un chèque, c'est les Français qui ont évité de sortir 10 milliards de plus. Ok. Bon, on est d'accord, ça c'est ta vieille histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que comment aujourd'hui... 7 et c'est beaucoup. Vous savez comment on crée une société avec de la confiance? Valérie, comment on peut avoir confiance aujourd'hui? Mais non, on peut pas. Mais pourquoi? Parce que depuis 2022, les petits chevaux sont sortis pour 2027. On est au municipal, donc le député il se dit oula, s'il y a une dissolution, avec qui je me remets? Est-ce que je me remets avec LFI? Ils me détestent, je les déteste. Enfin, comment tous les 5, si on voulait créer quelque chose d'important, on pourrait le faire si on se déteste? Et donc c'est ça cette société. Mais c'est ce qui ressort de leur comportement, de leur discours à tous, et la rupture avec les Français. Je vois sur les écrans Sophie Binet qui manifeste devant Sanofi. Mais c'est quoi? Pourquoi? C'est hors sujet. Mais pourquoi? C'est hors sujet. C'est quoi? C'est les patrons, salauds de patrons? C'est quoi? Bien Sanofi, ils sont à Montpellier, ils font que 8% en France. Et quand je vous avais interpellé, moi, député de gauche, mais écoutez, monsieur, on fait 8%. Si vous nous emmerdez, il n'y aura plus rien. Donc qu'est-ce qu'elle fait devant Sanofi qui crée de l'emploi? Et parce que c'est de la posture, en fait. Voilà, c'est de la posture. Ça revient à ce qu'on disait. Donc appelez-nous pour nous dire ce que vous faites de cette journée. Est-ce que vous êtes mobilisés aujourd'hui? Oui, Christian Villeneuve. C'est une journée qui ne servira à rien. Mais non. Elle appartient à une espèce de rituel syndical qui fait qu'en sorte à chaque rentrée, on explique qu'on va avoir une rentrée chaude, donc on organise une manifestation. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que je ne sais pas pour qui et pourquoi il manifeste, puisque le budget Bayrou est tombé et il n'y a rien. Donc voilà, donc on est dans l'absurde, mais c'est l'expression de la manifestation d'un mécontentement. Mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. On est quand même d'accord, le pays est bloqué, et moi je vois des gens bloquant tout. Attendez, on est à l'os là, tout est bloqué. Au contraire, ravivons des choses. Ah oui, c'est clair. Il faut débloquer le pays, ça c'est clair. Alors, on se retrouve dans un instant, on va parler de la censure possible, et puis on va continuer sur cette journée, du 18 et des différentes mobilisations. On voit à Toulon des opérations escargots sur les différentes routes, à Nice également, des gens qui commencent à se mobiliser. On attend vos réactions. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Journée de mobilisation aujourd'hui avec une interrogation avant de prendre notre auditeur en ligne. C'est que une amie qui a des enfants dans le public et dans le privé, le public est en grève, le privé n'est pas en grève. Hein. C'est un petit peu toujours la même chose qu'on constate quand il y a des manifestations et des journées de mobilisation. Elle pourrait être en télétravail. Peut-être, ça pourrait. Jovan est en ligne, ou Johan, je ne sais pas comment on prononce votre nom, bonjour. Jovan. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Bonjour à vous. Alors je vous appelle de Chili-Mazarin, mais actuellement je suis sur mon lieu de travail qui n'est pas à Chili-Mazarin. D'accord, donc vous travaillez aujourd'hui? Je travaille. J'ai prévu, je viens en voiture. Et alors cette journée de mobilisation, elle vous inspire quoi? Vous la comprenez? Vous comprenez les revendications? Vous en attendez quoi? Bien sûr que je comprends les revendications, elles sont tout le temps les mêmes, mais j'ai l'impression qu'en face, il n'y a pas d'écoute. Donc, systématiquement remettre en question les revendications, c'est quelque part ne pas respecter les mouvements. C'est quoi les revendications? Parce qu'elles ne sont pas très claires.
Pourtant, c'est très clair. Ce qui est très clair, c'est que chacun aujourd'hui, chaque Français qui travaille aujourd'hui souhaiterait pouvoir vivre de son travail et non pas survivre. Oui. Donc aujourd'hui, quand on survit de son travail, j'appelle pas ça un travail. Donc quand on travaille, on estime à pouvoir avoir une situation, pouvoir profiter de la vie, pouvoir acheter des choses, faire des courses sans se poser de questions, si on doit faire des courses ou si on doit faire le plein, etc. C'est votre cas à vous ? C'est mon cas à moi, c'est le cas à beaucoup de Français. Ouais. Vous faites quoi comme vous êtes dans quel secteur ? Moi, je suis dans le secteur ferroviaire, donc je fais de l'informatique liée à la maintenance ferroviaire. D'accord. Et donc, vous estimez que votre salaire aujourd'hui n'est pas suffisant ? Non, mon salaire n'est pas mon salaire serait peut-être suffisant si à côté l'inflation, les charges, les impôts n'auraient pas explosé à ce point-là. En fait, il y a un delta entre les salaires et le coût de la vie. Et alors, on le disait hier, en même temps, l'épargne des Français n'a jamais été aussi haute. Hein. C'est avec la peur, vraisemblablement aussi, de ne pas y arriver et donc de mettre de côté. Mais vous ne faites pas grève pour le coup. Alors, j'ai fait grève à ma manière, donc j'ai fait 1 heure de grève avant de commencer mon service. D'accord. Il y a certaines, je peux pas me permettre de. Oui. C'est de la sûreté ferroviaire, donc je peux pas faire n'importe quoi. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. D'accord. Je soutiens le mouvement. Merci Jovan. Effectivement, moi je voyais. C'était les revendications des Gilets jaunes aussi, d'une certaine manière. C'était les revendications des Gilets jaunes de la première heure, je précise toujours, qui était à l'origine un ras-le-bol fiscal. Et quand on entend ce monsieur qui travaille à la SNCF, on l'aura tous compris, il fait une grève perlée de 59 minutes. Donc effectivement, il va défendre ses collègues. Il y a un point commun quand même dans toutes ces colères françaises. On peut dire le pouvoir d'achat. Moi, j'ai plutôt envie de parler de fiscalité. Fiscalité sur le coût du travail, que ce soit à la fois par les charges salariales qui pèsent. Et là, l'auditeur qui vient de s'exprimer, s'il y avait moins de charges salariales, s'il y avait moins de différence entre le brut et le net, il s'en sortirait mieux. La deuxième chose, c'est la fiscalité tout court, les impôts sur le revenu, qui est particulièrement confiscatoire. Et puis après, pour les petits entrepreneurs, eux aussi ont une fiscalité confiscatoire qui soit les empêche d'investir, les décourage d'investir ou les décourage d'embaucher. Et donc finalement, pour moi, c'est ce point commun qui est ce matraquage fiscal. C'est mon coup de gueule, donc j'en profite. Je pense que ça va dans le sens. Je pense que ça va dans le sens de l'auditeur qui s'est exprimé. Donc après, chacun le voit du côté du prisme, c'est-à-dire que le salarié, lui, va estimer que c'est un problème de pouvoir d'achat. Et quand on regarde bien, effectivement, c'est le problème des charges sociales. Et quand on est de mon côté employeur, chef d'entreprise, où on n'a aucun filet de sécurité, c'est le matraquage fiscal, c'est ce point commun. Donc tout à l'heure, vous disiez, mais quels sont, finalement, il y a des colères multiformes. Non, finalement, c'est l'asphyxie fiscale, pour moi, qui est un véritable sujet. Et quand j'entends le Parti Socialiste qui met sur la table une taxe Zuckman, bon, alors là, il doit y avoir des royalties, des droits d'auteur, on en entend parler tous les jours sur les services publics et sur toutes les autres chaînes du service public. Clairement, il y a, pour moi, quelque chose de schizophrénique. On va répondre à un mal-être fiscal par une taxe supplémentaire. Alors soit c'est soi-disant pour les super riches, mais là on rentre encore dans c'est une vision très marxiste de la société. Je pense on passe complètement à côté du vrai sujet. Les Français veulent juste éviter d'être emmerdés, mais emmerdés aussi dans leur porte-monnaie. Ils ont envie de pouvoir s'épanouir, de vivre, d'éduquer leurs enfants comme ils veulent, éviter d'avoir des normes et des taxes qui leur tombent tous les 4 matins sur la tête. C'est très très simple finalement. Et quand on entend les premières solutions abordées par ce nouveau gouvernement, mais surtout par les oppositions, que ce soit le Rassemblement National, la France Insoumise ou le Parti Socialiste, c'est la course à l'échalote, c'est le concours l'épine de la nouvelle taxe. Donc là, pour moi, le vrai problème est là, et c'est pour ça qu'entre le 10 septembre et le 18 septembre, pour moi, la colère va monter, et qu'il y a des Nicolas Quipé qui vont aussi, à mon avis, descendre dans la rue, alors que la semaine dernière, c'était quand même l'extrême gauche qui était dans la rue, parce que finalement, la réponse d'Emmanuel Macron a été de remplacer M. Bayrou par Monsieur Le Cornu. Et donc finalement, blanc bonnet et bonnet blanc. Et je pense que ça a dû exacerber les colères. On verra ce soir, mais clairement pour moi le problème c'est la fiscalité. Frédéric. Alors, ce que vous dites c'est très bien
résumer dans une enquête IFOP pour un journal que vous appréciez sans doute, l'Humanité, qu'on a fait la semaine dernière à l'occasion et qui nous coûte un pognon de dingue, l'Humanité. On pourra en parler aussi de ces aides à la presse. Franchement, tous les médias, sans exception, coûtent beaucoup d'argent. Il ne faut pas seulement l'Humanité, soyons honnêtes. Non, cette enquête s'appelle... Sauf que le directeur de Sud Radio ne fait pas de la politique, n'est pas sénateur, et va dénoncer les aides aux entreprises. Non, mais je donne un exemple concret. Je ne pense pas que Sud Radio touche beaucoup de subventions par rapport à la presse écrite. Non, on n'en touche pas du tout. Cette enquête s'appelle les raisons de la colère, résume un peu ce que vous dites. Ce qui met en colère les gens, c'est deux choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui mettent en colère. C'est la situation de services publics essentiels comme l'hôpital, l'école. N'oublions pas que le déclin français, quand les Français, on leur fait parler spontanément du pays, ce qui ressort, c'est la France qui tombe, la France qui n'est plus à la hauteur de Sauran, et on cite comme institution l'école, l'hôpital, jamais l'armée, c'est assez intéressant. Deuxièmement, le travail qui paye mal, c'est ce qui a mis les gilets jaunes dans la rue, et le sentiment, avec cette notion de matraquage fiscal, que le travail paye mal. Ce qui a changé, et c'était aussi le cas de l'enquête que nous a commandé le Parti Socialiste, qui avait beaucoup de bruit hier, les Français, quand ils sont favorables, dans cette enquête Humanité, ou l'enquête pour le PS, à une taxe Zucman. On n'a pas dit le mot Zucman, mais on a dit une taxe de 2% sur le patrimoine. On a des scores écrasants, 85 à 86%. On n'a aucun clivage politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? La question n'a pas été posée, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est applicable ? Sans doute, ça aurait nuancé les réponses. Mais c'est le reflet, à tort ou à raison, que l'effort est mal réparti en France. Qu'il y a un problème de justice. Alors que, contrairement à ce qu'a dit François Bayrou, les Français, Valérie, étaient tout à fait d'accord sur le constat. Il y a une dette qui est vraiment insupportable, qui obère notre avenir, qui nous inquiète, parce que le pessimisme français, c'est un pessimisme, non pas pour soi, mais de projection, pour ses enfants, ses neveux, nièces, si on n'a pas d'enfants. Donc de ce point de vue-là, cette enquête, il faut aller au-delà de « on va taxer ». Mais ça veut dire quelque chose, et cette vision de la société gros-petit, c'est-à-dire les Français, dans leur énorme majorité, y compris à droite, disent toute action publique, même si je ne suis pas d'accord avec vous, Sébastien Lecornu a une image très différente de François Bayrou, mais effectivement, c'est le sentiment qu'on a pris quelqu'un du bloc central qui a une continuité. C'est l'idée que toute action publique favorise, entre guillemets, les gros. Le gros, c'est tout le monde. C'est celui qui va avoir une aide et pas moi. C'est la banque qui se fait renflouer en 2008. C'est le restaurateur qui a une exemption de TVA il y a maintenant une quinzaine d'années. Le petit, c'est le salarié, la classe moyenne. Et n'oublions pas, et j'en aurais vraiment fini, pardon pour ce dégagement, que on se focalise sur l'électorat âgé. On peut très bien perdre une présidentielle en ayant le vote des personnes âgées, C.F. Giscard en 80 ou Sarkozy en 2012. On ne peut pas gagner en France sous la Ve République jusqu'à maintenant sans avoir la France du travail. Et la France du travail, elle est aujourd'hui très nettement au Rassemblement national. Oui, mais il y a une chose que tu disais, que Frédéric disait tout à l'heure, les Français sont conscients de la gravité, de l'importance de la dette. Bien. Bon, mais ils ne sont pas prêts à faire le moindre effort pour éradiquer ces dettes. La meilleure preuve, c'est le débat que j'ai trouvé surréaliste, moi, autour des 2 jours fériés, la suppression des 2 jours fériés. Moi, je pense que c'était plutôt une bonne mesure, compte tenu qu'on est quand même le pays qui travaille le moins en Europe. Eh bien, les Français, il y a eu un rejet massif. Oui. Donc on voit pas, ils ont le constat, mais dès qu'il y a l'idée d'effort personnel, c'est non. Valérie, et c'est là où le politique devrait jouer un rôle d'éducation. Juste rapidement, en fait, les Français sont infantilisés et sont sous la tutelle de l'État depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les politiques, pour être élus, ont toujours fait des promesses en disant l'État va résoudre des problèmes. On en arrive à 2e ou 3e génération où ils attendent tout comme solution de l'État. C'est pour ça qu'il y a 86% des Français qui sont pour une taxe supplémentaire qui ne va pas les concerner. Parce qu'ils estiment que c'est l'État qui doit résoudre les problèmes. Alors que le problème, c'est l'État en lui-même. Vous êtes un père de famille. Si demain vous avez un problème de recettes, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez baisser vos dépenses. Vous allez baisser vos dépenses, c'est du bon sens. Et donc, voilà. Donc les Français sont infantilisés. C'est ça le sujet. Alors je vous donne la parole tout de suite après Patrick Vignal et on va continuer à parler de cette journée de mobilisation et puis de Sébastien Lecornu, donc Premier ministre qui doit composer son gouvernement, un Emmanuel Macron absent. Pensez-vous qu'il faille une dissolution, qu'elle soit inéluctable? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour ce 10h midi et on a Loïc en ligne qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Loïc. Voilà, est-ce que vous participez à la mobilisation aujourd'hui? Loïc Vignal. Loïc, je vous présente le nouveau maire Frédéric Dabi. Faites attention, Loïc, il est tous les jours à Montpellier en ce moment. Alors, écoutez, il pourra passer prendre l'apéro à la maison. Oh, c'est gentil. Je ne bois pas d'alcool, mais avec grand plaisir s'il y a des chips. Vous mettrez le tourtel twist. Ah, c'est gentil, merci. Oui. Merci à tous de me donner la parole. Alors écoutez, merci Valérie. Moi, écoutez, je milite à l'année, si vous voulez. Je vais vous expliquer clairement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, je m'informe déjà dans un premier temps. Énormément, je creuse, je fais des recoupements et je transmets, je discute avec mes amis, mes voisins, mes commerçants. Je mobilise à ma manière parce que si vous voulez, je considère que là j'ai le résultat de mon action. Là j'ai un discours, j'ai une oreille, une écoute. Il y a quelque chose d'optimal dans tout ça. Où là, sur le mouvement du 10 ou d'aujourd'hui, je ne me reconnais pas parce qu'en fait déjà on a repris ça de manière politique. Il faut savoir que le premier mouvement du 10 c'était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux depuis 6-7 mois. Sur les canaux sur lesquels je participais où j'étais et aucun parti politique ne s'était prononcé. Là aujourd'hui on est sur une future élection présidentielle, ils commencent à placer leurs billes, ils font leur jeu de rôle, ils nous expliquent que c'est scandaleux, qu'ils sont avec les Français, comme le disait M. Cauchy tout à l'heure, et je vous remercie pour ce que vous avez dit, les Français ne boivent plus tout ça. Ouais. Les Français en ont marre. Les Français ne croient plus en la parole politique. Et je vais vous expliquer très clairement pourquoi ils ne croient plus en la parole politique. Parce qu'à un moment donné, faire la politique du fait ce que je dis, pas ce que je fais, et de le constater année en année, en constatant aussi que c'est tout le temps la même sphère de personnes, c'est toujours le même copinage. Le process, la méthodologie ne change jamais. Et c'est là où je demande aux Français, s'il vous plaît, solennellement, réveillez-vous, s'il vous plaît. Interrogez le cadre. Posez-vous les bonnes questions pour la suite. C'est quoi le plus important ? C'est de redorer le blason de la France. On n'en a rien à foutre, excusez-moi pour la grossièreté, mais on n'en a rien à foutre que ce soit récupéré par la gauche, par la droite. Ils n'en veulent qu'à leur écharpe. Ils n'en ont rien à foutre de nous. On veut des écoles, on veut propre pour nos enfants, pour l'éducation, pour demain, pour l'instruction. On veut des agriculteurs qui fassent bien manger nos enfants, nos familles. On veut des hôpitaux. On veut une bonne police, une armée. Ouais. Très représentatif. Oui, vous êtes représentatif, nous dit Frédéric Dabi, de ce que pensent les Français. Non, pas des sondages, mais du discours spontané que l'IFOP recueille, parce que les sondages, c'est intéressant, mais écouter la parole des Français, comme ce qu'on vient d'écouter de la part de Loïc, ça vaut absolument tous les sondages. Et ça s'appelle le bon sens. Ce que vous vouliez évoquer, ce que je voudrais dire à Loïc, c'est effectivement, moi j'ai eu la chance d'être élu à Montpellier, adjoint à la commission. Moi j'ai monté ma boîte, mon club de judo, j'avais 19 ans, et c'est vrai que je trouve que l'État n'est pas géré en bon père de famille ou en bon sens, parce que si vous voulez, Loïc, il y a toujours des élections. Vous êtes élu maire de Montpellier, vous préparez la prochaine, vous êtes président, vous préparez la prochaine. En fait, on oublie l'essentiel, en fait, c'est que normalement, le politique est là pour changer la vie. Et le plus dur, c'est ce que vous dites. Moi, j'ai entendu des gens qui nous disaient, vous nous servez à rien. Et donc, les gens qui sont en colère quelque part, il peut y avoir une discussion, mais cette majorité silencieuse qui vous dit, vous nous servez à rien, ça veut dire que la politique est devenue une langue morte. Oui, mais est-ce que les Français n'ont pas... À l'échelle nationale, on est bien d'accord. Local, c'est pas pareil. Est-ce que les Français n'ont pas la classe politique qu'ils méritent, dans la mesure où est-ce qu'un homme politique est élu s'il a un discours exigeant? Voilà. Est-ce que Édouard Philippe va dire pour sa campagne présidentielle qu'il est partisan de la retraite à 67 ans? Sûrement pas. Sûrement pas. Et donc les Français sont aussi vachement responsables. On a les politiques qu'on mérite. Ouais. Surtout, vous avez vu, on est passé de bipartisme au tripartisme. Oui. C'est impossible de gérer l'Assemblée nationale. Et moi, je le dis, je ne sais pas ce que ça coûtera à Valérie en 2027, mais je dis aux Français, donnez la majorité au président ou à la présidente que vous allez élire, puisque on est élu sur un programme. Et sauf que là, aujourd'hui, avec ce tripartisme, et comme nous, la classe politique ne sait pas, comme en Allemagne, à faire du consensus, on ne sait pas le faire. Du compromis. Patrick, et on ne le fera pas. Patrick, on va pas attendre 2027. On va pas attendre 2027. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, oui. Non, mais c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire Mais est-ce qu'aujourd'hui, le responsable, c'est Emmanuel Macron? C'est ce que vous êtes en train de dire?
Je pense qu'effectivement, on a les élus qu'on mérite et que Emmanuel Macron a été élu en 2022, notamment avec les voix de la gauche et de l'extrême gauche. Il faut quand même se le rappeler. Donc les gens qui sont dans la rue, l'extrême gauche qui était dans la rue la semaine dernière, sont quand même des électeurs d'Emmanuel Macron. Ça, je pense qu'il faut quand même se le rappeler. De second tour, soit, mais ils le sont quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que s'il faut faire retourner les Français aux urnes, étant donné qu'il y a une telle déconnexion avec les partis politiques et les élus, je pense que ce ne serait pas pour choisir des nouveaux personnages, des hommes, mais plutôt des idées. Et qu'il faille remettre des référendums et faire exprimer les Français par voie référendaire sur des sujets majeurs que l'Assemblée nationale serait obligée de prendre en compte. Et là, ça peut être une solution pour aller trouver de la conciliation. Je pense. Ouais, Frédéric. C'est une idée, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. L'idée se défend. C'est vrai que les Français ont le sentiment que le jeu est complètement bloqué, que le politique dysfonctionne. Et Gabriel Attal, quand il avait dit la politique est malade en France, il avait raison sur le constat. C'est-à-dire que le rôle du politique, c'est faire des constats, c'est régler les problèmes, c'est améliorer la vie des gens, la célèbre phrase du PS, changer la vie. Et c'est vrai que ça ne se passe plus comme ça. Alors, est-ce que le référendum peut être la solution? Pourquoi pas? Je sais qu'il y a quand même des règles qui font que tous les sujets peuvent être soumis à un référendum. En tout cas, ce qui est très intéressant, par rapport à ce qu'on se disait, Valérie, au mois de juin, au mois de mai-juin, il y avait qu'une minorité de Français, un gros tiers, qui souhaitait une dissolution. C'est maintenant Catifop LCI à 61%, parce que les Français ne sont pas enchantés à l'idée d'aller peut-être voter dans quelques semaines aux législatives. Il y a les municipales au mois de mars, mais ils se disent, pour trancher ce nœud gordien, pour trancher ce blocage absolu, à quoi servent les politiques, comme vous l'avez dit, Patrick. C'est retourner aux urnes. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Si la dissolution nous donne du tripartisme, on fait quoi? Alors, vous savez, je ne sais pas quel sera le score d'une élection qui n'a même pas été annoncée. C'est vrai que sur le papier, on dit oui, ça fera plus 40 sièges pour le RN, moins 30 pour... Attention à la logique d'une élection. Attention à la colère. Attention au fait que 93... la plus grande déculottée du PS sous la 5e République, j'oublie 2017, pardon, on savait que la gauche allait perdre. L'ampleur, la vague, on a toujours tendance à la sous-estimer. Mais vous savez, et notamment pour le bloc central qui, a tort ou à raison, apparaît comme le sortant. Moi, je pense, excusez-moi, je pense différemment. Moi, je vais vous dire, la dissolution ne réglera pas grand-chose. Moi, je pense que si j'étais Sébastien Lecornu, d'abord, je renverserais la table. D'abord, je suis PM, je gouverne. Et le président, il préside. Et moi, je dis tranquillement qu'Emmanuel Macron s'occupe de l'international, qui ne s'occupe plus du territoire national, parce que la colère est forcément contre un œil lui. Dessus. Mais il faut qu'il arrête d'avoir son œil, qu'il se concentre sur la Palestine et sur l'Ukraine. Parce que, qu'on veuille ou pas, quelque part, il est président des Français, quoi, non? Oui, mais il est responsable de ça. Attendez, Valérie, tout le monde dit qu'il faut qu'il s'en aille, et après on dit pourquoi il parle pas. Enfin, les Français, il faudrait qu'ils soient d'accord avec eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Non, mais quand il parle de la Palestine, et là, en l'occurrence, il y a un pays qui est en feu, un pays qui est bloqué, on attend quand même qu'il s'exprime pour nous. Moi, je suis Sébastien Lecornu, d'abord. Alors, vous faites quoi si vous renversez la table? 41 ministres, ça suffit, 41 ministres. Il y a 15 grands portefeuilles. On y rajoute des députés, des sénateurs, des élus locaux, pour que quand vous faites une loi, elle soit validée par le terrain. On y rajoute des associations. On fait des lois un peu intelligentes. Aujourd'hui, on fait une loi, le décret même pas passé, qu'il y a un nouveau ministre qui arrive, qui fait sa loi à lui. Ça, c'est le premier point. Rappelez-vous, Valérie, il y a quelques mois, j'ai parlé des avantages au PM. Il y en a qui me disaient, mais Premier oui, ministre. vous comprenez, c'est que 5 millions d'euros. Il faut retrouver la confiance des Français. Et donc, c'est de faire attention sur les dépenses du Sénat, de l'Assemblée. Il faut redonner la confiance aux Français. Et Sébastien Lecornu, moi, je pense que c'est à la fois l'ancien monde et le nouveau monde. Il a plein de risques à prendre. Qu'est-ce qu'il risque? Que dans 15 jours, on le renverse? Il faut que cette crise lui serve de repenser le modèle démocratique français. Sinon, ça ne sert à rien, les crises. Si encore une fois, on fait tomber Lecornu et on fait une dissolution. Moi, je veux qu'il soit créatif et qu'il ose. Non, oui, bon, moi je suis complètement d'accord. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, les Français, il y a une crise de confiance, de confiance, et s'ils ne sont pas résignés, ils sont en colère. Qu'est-ce qu'on demande aux politiques? On demande à l'homme politique d'avoir une vision, d'un projet de société et une stratégie pour l'atteindre, et non pas d'avoir des mesures épiphénoménales, et puis on passe d'une loi à une autre, et que ça, c'est ça ce qu'on attend. C'est ça ce qu'on attend. Avoir une vision et avoir une stratégie. Et quel est l'homme politique aujourd'hui qui peut émerger
point d'interrogation, je vous laisse la réponse. Peut-être s'adresser aux entrepreneurs au lieu de s'adresser aux énarques et à tous ceux qui, depuis l'âge de 19 ans, traînent dans les cabinets ministériels et qui deviennent députés, ministres. On est dans la défiance. Non, mais c'est pas seulement une défiance. Je pense que c'est une déconnexion par rapport à la réalité. Vous mettez un fonctionnaire dans une entreprise, ça va faire des dégâts. Hein. Donc, je pense que peut-être à l'inverse. Pas tous. Vous savez, Valérie, ce qu'on oublie, excuse-moi, la décentralisation. Depuis quand on a des rapports, mais depuis quand la santé, laissons les régions gérer, l'écologie, l'éducation. Les ARS, c'est 35% de fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière qui est derrière un bureau. Avec les fonctionnaires. Non, alors qu'il manque des gens à côté des patients, Il y a trop de bureaucratie. Je voudrais qu'on dise quelques mots quand même de votre sondage, Frédéric, dans un instant, celui que vous avez réalisé pour l'IFOP. On en a déjà parlé. Pour l'IFOP, pour le Parti Socialiste. Il n'y a pas de lien IFOP-PS. On vous a déjà accusé d'être... Non, mais de jour l'IFOP populaire, c'est quand même drôle. Les réseaux sociaux, j'ai été traité de gauchiste suite à ce sondage et en même temps d'extrémiste de droite, notamment par des trolls de la France insoumise suite à d'autres sondages. Donc il faut savoir où est-ce que je suis, ça me ferait plaisir. Mais vous démentez la candidature à mairie de Montpellier, Frédéric. Je la dément. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Le gros du roi. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Oui, on continue. Le débat continue même pendant la pub. Vous disiez, Patrick Vignal, qu'il fallait supprimer toutes ces agences. Oui, ça faisait partie des 400 agences qui sont... Alors, Sébastien Lecornu a dit qu'il voulait s'y attaquer. En fait, si vous voulez, Valérie, quand il y a un problème, on crée une agence, en fait. C'est comme quand on fait une loi, avant qu'elle soit finie, le décret, on en crée une autre. Et quand il y a une crise, on fait un grand débat. Il y a des hauts commissaires à l'enfance. Et il y a un ministre de la famille et de la jeunesse. Alors, on enlève un des deux, ce que je veux dire. Et moi, je pense que vraiment, il faut redonner une autre façon d'aborder la démocratie. Et je pense que les Français, quand il y aura ce signe fort, ils se diront, ils se serrent la ceinture, on va le suivre. Et c'est pareil pour les chefs d'entreprise. Moi, je ne sais pas la taxe Zullman, je ne suis pas assez économiste, mais je suis sûr que si on demandait aux grands patrons, aux très grands patrons, moi j'ai des retraités qui m'écrivent en me disant, j'ai 10 ou 12 000 euros de retraite, je suis prêt à participer à condition que je sache où va mon argent. Et c'est là où la décentralisation peut jouer un rôle très important. Bien sûr. Ouais, décentralisation, Frédéric, c'est... c'est absolument clair. Mais je trouve que Sébastien Lecornu colle plutôt aux attentes des Français. Alors oui, il fait partie du bloc central. Il a lu ma tribune surtout, Frédéric. Ça doit être son interview dimanche dernier, effectivement, colle à la réalité. La réalité, il parle de l'accès aux soins, c'est la première préoccupation des Français dans le baromètre fiduciel pour Sud Radio. Les avantages, je partage ce que Patrick a dit, des avantages des premiers ministres, certes, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan de la dette, mais les Français, j'étais pas d'accord avec vous quand vous disiez tout à l'heure, ils veulent pas faire d'efforts. Ils veulent bien en faire quand ils ont l'impression que l'effort est équitable, bien réparti, et surtout que l'État donne exemple au premier. Comment ça se fait qu'en 2010, la réforme des retraites a été soutenue, alors pas de manière massive, par 50-51% des Français, parce qu'il y avait l'idée qu'il y avait une finalité, il fallait faire un petit effort pour sauver le système. Bon, après, bien sûr, ils ont bien déchanté, mais l'idée que l'État donne l'exemple est absolument fondamentale. Et je pense que au-delà du côté, il faut donner des preuves d'amour. C'est-à-dire que, bien sûr, on va dire, ce sont des petites gouttes d'eau, des agences, l'agence ci, l'agence là. Certaines sont très très utiles aussi. Il ne faut pas caricaturer, mais vous ne l'êtes pas. C'est une manière de montrer qu'il y a une prise de conscience. Et bien sûr, alors il y a l'opinion publique qui va peut-être soutenir Sébastien Lecornu dans le baromètre pour Paris Match et Sud Radio. Il a une cote plutôt appréciable, mais il y a aussi son écosystème. Quand on n'a pas de majorité, ça reste très très compliqué. Sachant que pour lui, c'est finalement simple. Il n'aura aucune bienveillance vis-à-vis du RN, alors que Michel Barnier et François Bayrou y ont peut-être cru. Il n'y a qu'un seul angle pour lui, qu'un seul axe, c'est PS. C'est-à-dire essayer de s'assurer une sorte de neutralité bienveillante du PS qui n'est, je trouve, pas gagné du tout. C'est là où, à mon avis, il a commis une erreur, c'est d'utiliser le mot rupture sur le fond et sur la forme.
Alors sur la forme peut-être parce qu'il est plus courtois que Bayrou. Sur la forme, ça implique des réformes radicales, beaucoup plus radicales, et qui ferait que le macronisme mangerait son chapeau. Alors ça c'est le vrai débat, Valérie. En fait, moi j'entends, oui, mais tu t'es exprimé par rapport à la forme des retraites, mais c'était la mesure phare d'Emmanuel Macron. Oui, on sait, mais attendez, Emmanuel Macron dans 18 mois il est plus là. Moi je veux que mon président irait jusqu'à la fin, et je voudrais qu'il sorte par la grande porte, Valérie. Parce que rappelez-vous, on a eu un président qui a un bracelet à la cheville. François Hollande n'a pas pu se présenter. Non mais je suis désolé, Benjamin, c'est un constat froid. François Hollande qui n'a pas pu se représenter parce que 80 frondeurs l'ont empêché de se présenter, et voulait qu'Emmanuel Macron soit ou dissous ou sorte. Mais non. Moi, c'est quand même le problème aujourd'hui, non ? Mais non, Sébastien Lecornu à RN, moi je veux qu'il soit créatif. Et je veux qu'il prenne les Français à témoin, Valérie. Parce qu'une fois qu'il aura fait les popotes de tous les partis, il vient chez vous et il prend la liste de Retailleau, de Faure, de Tondelier, et il dit voilà, là je peux donner, là je peux reprendre. Il faut que les Français soient témoins. Et comme les politiques se font élire par les Français, peut-être que ça changera. Frédéric, s'il y avait une dissolution, c'est quoi vos... On a fait une première projection, plutôt un premier rapport de force électorale pour LCI il y a une quinzaine de jours. Toutes les forces sont en recul par rapport au premier tour du 30 juin 2024. La gauche, avec une gauche unie, recule quelque peu. Il y a un effondrement du bloc central qui risque d'être le principal sanctionné, puisque il apparaît pour les Français comme le sortant, qui n'a pas tenu compte des résultats du 7 juillet. Il passe de 22 à 14%. LR progresse un peu. La seule force qui est ou stable ou en progression, c'est le Rassemblement national. Et ce qui est très intéressant quand on travaille qualitativement sur la motivation du vote RN, c'est pas l'incarnation Marine Le Pen qui arrive en plus fort, ou celle de Jordan Bardella. C'est ce que j'appelle l'alternative. C'est ces Français qui nous disent cette fois-ci c'est leur tour. Face à ce désordre, c'est leur tour. Pourquoi pas eux ? Ils ne feront pas pire que les autres. C'est ça. On en est là. Alors, pour la gauche, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais pas tout à fait d'accord sur l'idée d'une raclée assurée pour le PS. On a fait deux hypothèses. Une hypothèse NFP, où le NFP est en recul par rapport à 2024, mais à un score appréciable, et une hypothèse où LFI est seul face au PS et aux écologistes. C'est clairement 2 fois plus d'intention de vote pour le PS que pour LFI, 18 ou 19 contre 9. LFI, à bien des égards, et on l'a vu aux élections partielles, est un tigre de papier électoral, puisqu'il y a une telle répulsion pour cette force politique, en dehors d'un premier tour. Faut pas oublier qu'aux législatives, il y aura peut-être pas de front républicain, mais il y aura peut-être un front anti-LFI, tout sauf LFI, puisque vous connaissez l'adage de... Et que feront les écologistes au second. Alors, ça dépend où ils seront. Le discours de Marine Tondelier colle beaucoup à LFI. Localement, c'est plus compliqué. Il y a aussi beaucoup de maires écologistes qui espèrent leur réélection. On a fait une enquête pour quelqu'un de chez LR, Jean-Philippe Vetter, donc on ne peut pas travailler pas qu'avec la gauche, à Strasbourg, qui donne une maire écologiste en effondrement, entre 17 et 19%. C'est rarissime pour un maire sortant. Et alors, ça veut dire, Frédéric, la question peut-être qui serait intéressante à poser, est-ce que le PS, qui est ma famille, qui était un parti de gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui, s'il tend la main à Sébastien Lecornu, est-ce qu'il va dégringoler dans les sondages, ou est-ce qu'on va montrer qu'ils sont responsables ? Ça sera une vraie question, à poser, Valérie. Parce que le sondage, vous avez cité ce sondage fait pour le PS, où on a testé toute une série de mesures de leur contre-budget. Il y a une autre question plus politologique que j'ai trouvée passionnante. On demande, regrettez-vous qu'Emmanuel Macron n'ait pas appelé à Matignon une personnalité issue des rangs du Parti socialiste? On a un non à 63%, un oui à 37%, ce qui n'est pas nul. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce oui atteint 71% dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et chez les sympathisants LFI. Ça montre le décalage entre la base LFI qui aimerait que la gauche gouverne. Ils ont eu la frustration, Lucie Castet, Huguette Bello, etc. Et les élus LFI qui sont plus dans cette posture de radicalité, destitution, démission, dissolution, etc., qui ne sont pas complètement suivis sur une posture de renverser la table. Oui, on a Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime en ce moment à Marseille, avec Sébastien Lecornu, Manuel Bompard, qui sont à ses côtés, et en bandeau, Lecornu n'arrive à rien, donc ça fait quand même à peine 10 jours qu'il a été nommé. Moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'il prenne son temps.
pour composer un gouvernement qui serait susceptible d'être d'accord. Moi, voilà, en Allemagne, il faut des compromis, ils mettent 6 mois pour les construire. Donc, les ministres actuels expédient les affaires courantes. Bon, enfin, je suis pas choqué, moi. Mais vous savez qu'il y a jusqu'en décembre pour le budget. Moi, il me semblait que la feuille de route de Lecornu, c'était je suis Premier ministre, je fais le tour des popotes, et devant la reconnaissance nationale, devant les médias, je regarde ce que je peux prendre de chacun, et je peux faire un consensus, et je fais un gouvernement après, Valérie. Oui, mais ils ne veulent pas. Mais moi, je vais vous dire... Moi, si toi, t'es là, j'y vais pas. Oui, mais je vais vous dire, si vous mettez les médias, et si devant la presse nationale, vous expliquer la feuille de route, peut-être qu'ils vont changer. Parce que quand j'entends Bruno Retailleau qui dit « je vais pas s'il y a Olivier Faure », Olivier Faure dit « je vais pas s'il y a Bruno », mais on s'en fout de... Le problème, c'est les Français. Et qu'il faut un budget, et peut-être qu'il faut du temps pour le construire, et encore une fois, pas besoin de 41 ministres. Mais quand je vous ai dit ça, j'ai des gens qui m'ont dit « mais chaque Français, chaque corporation veut son ministre ». Il faut dire aux Français aussi que ça suffit, cela. Donc c'est les contradictions aussi du peuple qu'on doit avoir, qu'on doit prendre en compte. On se retrouve après les infos et on parlera de la pétition avec vous, Christian Villeneuve. La pétition qui atteint 1,5 million de signatures de Philippe de Villiers qui exige un référendum sur l'immigration. Pétition contestée. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui, dans ce 10h midi, à 11h30, nous recevrons la rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Les produits ultra transformés sont-ils en train de nous empoisonner? C'est un numéro très dense et très intéressant. On va voir ça à 11h30 avec Gilles Gansman. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Christian Villeneuve, journaliste politique, et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et je rappelle votre dernier livre, Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube, coécrit avec Brice Sokol, et le prochain arrive 7 novembre. Ouais. Voilà. Christian de Villeneuve, vous, votre coup de projecteur, je ne sais pas si c'est un coup de gueule. Non, c'est un coup de gueule contre cette opération de communication orchestrée par Philippe de Villiers, avec cette pétition pour l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Alors, ce coup de gueule, il a 2 raisons. La première, c'est qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il y aurait 1 500 000 signataires. Samedi dernier, ils annonçaient 700 000. Ça va très très vite, hein, quand même. Voilà. Or, on sait très bien. Enfin, il y a quand même des doutes sur le nombre, sur ce chiffre, puisque les gens peuvent voter plusieurs fois et peuvent voter pour d'autres personnes. Bon, voilà. Donc c'est la première chose. Donc là, il y a un doute. La deuxième raison, je considère que cette pétition n'a aucun sens dans la mesure où c'est quand même pas la même question. Ça dépend. On ne connaît pas la question. Et c'est quand même pas la même question si la question est pour ou contre l'immigration, ou si la question est êtes-vous favorable à une politique de quotas selon les métiers, selon les pays en matière d'immigration. Donc voilà, c'est très simple. C'est une opération. Cette pétition est une opération de communication personnelle de Philippe de Villiers, orchestrée par les médias Bolloré. Oui, parce qu'il y a des. Vous n'êtes pas d'accord? Il faut préciser que hier on a appris qu'il y avait effectivement en bas de cette pétition des cases à cocher qui renvoient directement sur le groupe Lagardère en vous demandant d'accepter de recevoir des informations sur Philippe de Villiers et du groupe Lagardère. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je suis pas du tout d'accord. C'est pas une opération de communication de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, je pense qu'il a eu suffisamment de réussite dans sa vie professionnelle et politique pour avoir besoin de faire un nouveau coup de communication. Il n'a pas besoin de faire une pétition pour être dans les best-sellers de chaque ouvrage qu'il peut écrire. Donc je pense que... Ça permet d'exister. Oui, enfin, là, je pense que son orgueil est suffisamment nourri avec les résultats quand on regarde ce qu'il a fait du Puy du Fou. Je pense vraiment qu'il n'a pas besoin de ça. Mais plus sérieusement, il a le mérite pour moi de remettre ce sujet majeur au cœur du débat.
C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Il n'a pas la prétention de révolutionner les choses. Tout le monde parle d'un référendum sur l'immigration. Marine Le Pen avec le Rassemblement National qui pèse à peu près 33-35%, oui, un tiers des intentions de vote, veut un référendum sur l'immigration. Lorsque vous écoutez Bruno Retailleau, les Républicains, 14% les Républicains dans vos dernières intentions de vote, 14% les Républicains, Bruno Retailleau dit il faut un référendum sur l'immigration, mais il faudra modifier la Constitution pour se débarrasser des fourches codines du Conseil constitutionnel. Je suis déjà arrivé à 48% des Français. Mais vous regardez les autres instituts de sondage, 56% des gens de gauche disent également qu'il y a un problème avec l'immigration dans notre pays. Donc là, on arrive largement à plus d'une majorité des Français. Je ne dis pas le contraire. Donc voilà. Ce qui me gêne dans votre coup de gueule, c'est que finalement, au lieu de parler du sujet de l'immigration, vous dénoncez la technique. C'est-à-dire que de dire il y a non, c'est pas ça. C'est dire il y a 1,5 million. Le sujet, c'est le chiffre qui est sujet à caution. Voilà. En fait, vous savez, en France, en fait, on ne sait pas regarder la société avec un regard apaisé. Est-ce qu'il y a un problème à l'immigration? Est-ce qu'aujourd'hui, il nous faut une immigration économique? Est-ce qu'aujourd'hui, on intègre bien les gens? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis dans l'entre-soi des quartiers un peu mis à l'écart? Benjamin, on devrait le poser sereinement. Voilà. Moi, j'ai pas de souci. Venez chez moi, vous connaissez l'Occitanie. Mes amis agriculteurs qui votent beaucoup RN, ils te disent j'ai besoin de l'immigration pour ramasser mes carottes et mes tomates. Moi, je suis désolé, dans les EHPAD, il y a un truc où je dis nos bébés et nos aînés, ceux qui s'occupent d'eux, c'est les gens issus de l'immigration, Benjamin. Parce que la France est devenue le Club Med. Parce que moi, quand la directrice de l'EHPAD me dit j'ai pas de personnel parce que les gens ne veulent pas faire les choses, les gens qui viennent, ils veulent le faire. Le vrai débat, c'est est-ce que quand on est de l'immigration, on va respecter les us et les coutumes du territoire dans lequel on est accueilli. Si tu as des arracheurs de carottes qui sont prêts à bosser à 800 balles au black parce que c'est de l'immigration illégale, forcément, oui, ça décourage d'aller travailler. Benjamin, le politique aujourd'hui, il n'a pas des citoyens. L'immigration, c'est pas un fonds de commerce. L'immigration, c'est pas un fonds de commerce. L'immigration, c'est un des sujets majeurs que les Français veulent voir trancher lors des prochaines échéances. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, est-ce que ça arrive en tête des sujets? Non, attendez. Non, ça ne veut pas dire que c'est pas un sujet. Prenons, on est ici à Sud Radio, le baromètre que l'on fait depuis maintenant 15 ans, il faut fiducial sur des thématiques prioritaires. Le top 5 ou 7, c'est santé, insécurité, éducation, pouvoir d'achat. Mais insécurité, vous le liez à l'immigration ou pas? Alors, j'allais le dire, c'est un enjeu que je considère, que je qualifie comme plus étanche. À une époque, c'était un enjeu étanche. Il y a un lien que font les Français entre immigration et insécurité. Il y a un lien immigration, crainte sur l'éducation, la crainte que le niveau baisse ou que les classes ne soient pas assez mixtes. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des ghettos scolaires. Il y a un lien que font les jeunes entre immigration et climat. Les fameux réfugiés climatiques. Et vous citiez notre livre, ce qui est très frappant, et on n'est pas là pour dire à la vue des résultats de sondage, je le déplore, c'est pas bien. On est là pour constater, on n'est pas là pour juger. C'est un sujet sur lequel, et là je vous rejoins, le clivage gauche-droite s'est absolument effondré. Vous parliez, Patrick, de vos amis viticulteurs ou agriculteurs. On a, dans une enquête IFOP, il y a un peu plus d'un an, 62% de sympathisants LR qui disent pourquoi pas embaucher au cas par cas des personnes sans papier. On parle de LR, on parle du parti de Charles Pasqua. Mais en même temps, on a, j'ai plus le chiffre en tête, mais il dépasse allègrement les 80% de sympathisants de gauche, qui disent il faut expulser des délinquants multirécidivistes étrangers à l'issue de leur peine. Donc c'est un sujet où les Français se sont durcis, mais clairement ils ne sont pas extrêmes. Ils veulent que le problème soit réglé, et exactement comme pour l'insécurité, la question non traitée de l'immigration renvoie à la perte de contrôle, à un État impuissant. L'histoire de l'Aquarius, où il y a eu 300 ou 400 migrants qui se sont évaporés à Marseille, c'est inacceptable pour les gens, qui n'aient pas ce contrôle. Ça ne veut pas dire que les Français aient basculé dans un extrémisme quelconque. Ils sont un peu plus nombreux à dire que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte, c'est du 40-60, mais on a une opinion beaucoup plus
consensuelle. Et là aussi, quand on parle de la crise du politique, de la crise de l'écoute, rappelez-vous, décembre 2023, le débat à l'Assemblée nationale, très polarisé gauche-droite, beaucoup de Français de gauche et de droite ne s'y sont pas retrouvés. Ouais. Valérie, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des restaurateurs qui m'ont dit, moi, je n'ai pas de personnel de salle, j'embauche des gens sans papier. Oui. C'est-à-dire que le restaurateur, le monde économique prend des risques, mais parce qu'il n'a personne pour servir. Mais c'est ce que Sophie de Menton dénonce régulièrement, c'est-à-dire qu'on fait des fiches de paye, en plus à des sans-papiers, ils sont engagés légalement, on leur fait une fiche de paye alors qu'ils n'ont pas de papier. Et puis, vous avez effectivement, ce que j'évoquais hier aussi, cette immigration subsaharienne. Il n'y a plus d'infirmières en France. On a aujourd'hui principalement des Africaines qui viennent pour travailler dans les hôpitaux. Si je puis me permettre, on va sortir de la France et je vais faire un coup de cœur qui n'était pas prévu. Je suis allé voir dimanche soir un film suisse qui s'appelle En première ligne, sur une infirmière, sa vie quotidienne en service d'urgence. Un film poignant, formidable. On parle de la Suisse, un pays où à Genève, le SMIC est à 4 400 €. Pour vous donner, à la fin du film, il est écrit en 2040, il manquera en Confédération helvétique 30 000 infirmières. Donc c'est un problème général et massif. Et dans ce film, on voit des infirmières, des aides-soignants issus de l'immigration et qui font un travail aussi qualifié et aussi bon que les autres. Mais pour revenir à la pétition en elle-même, une pétition n'est pas un sondage. Non. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est une plateforme qui n'est pas sécurisée. Ça a été dénoncé. On peut voter à plusieurs reprises avec des faux noms, des fausses adresses. C'est pas celle sur la loi Duplon, ou c'était sur France Connect, si je me trompe, j'ai plus le nom en tête, où on devait donner. Mais par contre, je trouve un peu sévère. Ça a un intérêt. Ça me rappelle, qu'est-ce qui a permis de légitimer dans les années 30 aux États-Unis George Gallup et les premières enquêtes d'opinion. Il y avait à l'époque des journaux qui faisaient des votes de paille, c'est-à-dire on envoyait par courrier son vote à l'élection présidentielle américaine, et ces votes de paille donnaient Roosevelt perdant, et George Gallup, avec 2000 ou 1500 interviews représentatives, a dit non, plutôt Franklin Delano Roosevelt va être largement réélu. Donc c'est pas inintéressant, mais c'est une logique de mobilisation, c'est une logique de consultation, c'est pas une logique représentative, si tant est que les sondages, malgré les difficultés, le soient quand même, puisque grâce à l'INSEE, on a un truc formidable en France qui s'appelle l'Institut National de la Statistique. On peut construire un échantillon représentatif à l'échelle du pays, d'une région, d'un département, d'un canton, d'une circonscription, d'une commune comme Montpellier, à laquelle Patrick est très attaché, et grâce à un quartier et un arrondissement. Mais voilà, il y a des constats qui sont faits, mais il n'y a pas beaucoup d'actions. C'est un peu ça le problème aussi. C'est sur tous les sujets, et ça nous permettra peut-être de parler de la justice des mineurs quand on voit ces policiers donc agressés. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va parler des policiers, on pense à eux aujourd'hui, en cette journée de mobilisation. Ils sont en première ligne, 80 000 policiers mobilisés. Il y a effectivement cette décision de justice qui étonne, donc c'est toujours compliqué quand on ne connaît pas totalement le dossier d'intervenir. Néanmoins, on a vu des images de policiers tabassés au sol à Reims. À Tourcoing, ils ont aussi été frappés avec des ITT, et puis les individus ont été remis en liberté. Donc sur les individus de Tourcoing, il y en avait 3, je crois, qui étaient mineurs, 1 majeur, mais il a été remis en liberté. Donc Christian. Oui, mais moi, on imagine quand même l'état d'esprit des familles des policiers ce matin. Bah oui, j'y ai pensé ce matin. Ouais. Le père de famille part, c'est son boulot de maintenir l'ordre. Mais quand on sait qu'il y a quand même 8000 black blocs, dont 1000 à Paris, qui ne pensent qu'à une chose, à dégrader et à mettre le chaos et à se faire du fric. Honnêtement, c'est quand même extrêmement préoccupant qu'on n'arrive pas du tout à maîtriser ces black blocs. C'est quand même. Mais c'est une vraie question aussi. Hein. Ben oui. Et qu'on sait que désormais chaque manif, ça va mal se terminer, qu'il va y avoir et les flics sont au premier rang et ils mettent en jeu leur vie. Ouais. Vous savez, moi, ce qui m'a marqué, là, j'ai fait beaucoup de déplacements pendant mes mandats, où les gendarmes en rural ou les policiers de la BAC, vous savez que les policiers à Montpellier, ils vivent pas dans la commune.
Parce qu'ils ont peur d'être emmerdés, ils y vont ailleurs. Leurs enfants ne disent jamais à l'école « Mon papa est policier ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, la vocation d'un jeune qui sort de l'école, qui a 2000 € par mois et qui est en coloc dans un quartier sensible autour de Paris, il faut avoir envie d'être policier. Et moi, je voudrais vous le dire, Valérie, ça fait 2-3 fois que je vois des images de députés de toute obédience avec des écharpes à expliquer aux policiers ce qu'il faut faire. Je trouve que c'est scandaleux quand même. Parce que quand on est élu de la République, on doit respecter au moins ça. Je pense à Léo Mans qui va dire aux policiers à insurrection, votre ministre est démissionnaire. Mais comment ce petit jeune... Irié sous cap. Oui, mais ça veut dire, Frédéric, que c'est un manque de respect. Bien sûr. En fait, il y a tout qui s'écroule. Et un petit mot sur les jeunes, parce que moi j'ai eu la chance de faire des cours d'arts martiaux. Dans les prisons, il y avait des mineurs. Bon. C'est vrai que des fois, la prison, vous y rentrez avec un CAP de voleur et vous sortez qu'une maîtrise. Mais quand même, là, je vois Reims ou Tourcoing. Ce n'est pas possible qu'il n'y a pas une sanction. Il y a 7 policiers qui sortent, ils se font tabasser. Ça ne peut pas rester impuni parce que vous ne rendez pas service à ces mineurs. Non. Donc c'est pour ça que moi je pense que... Alors, on n'a plus le service militaire, ça ne reviendra pas, mais moi je pense qu'il ferait une semaine dans un camp avec des boxeurs qui leur en mettraient un peu plein la tête pour comprendre ce que c'est que la violence, ça les calmerait. C'est un homme de gauche qui vous le dit. Parce que moi j'ai mis des clubs de sport de Bonn dans des quartiers. Je veux dire que l'entraîneur de boss, quand un gamin agressait une mamie... je peux vous dire qu'il le faisait plus parce qu'à la fois d'après, il comprenait ce que c'est que la violence. Bah oui, mais on va arriver à une justice indépendante, à une vengeance. Là, c'est éducatif. Là, c'est éducatif. Alors, Frédéric, et puis après. Par rapport à ce qui a été dit sur le malaise des policiers, qui est réel, n'oublions pas que beaucoup n'ont pas eu de vacances, ont dû les différer à cause des Jeux Olympiques, et le travail a été fait de manière l'année dernière. assez extraordinaire. Mais bon, les vacances, ça se décale difficilement. Moi, je suis frappé de voir du soutien des Français à l'égard des policiers d'une manière générale. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le slogan « La police tue » ne reçoit qu'un écho marginal chez les Français, marginal et minoritaire chez les sympathisants de gauche, je le dis assez souvent, mais je le répète. Qu'est-ce qui explique que depuis 2017, la gauche ne dépasse jamais, tout mouillé dans les enquêtes, dans les élections, c'est pas les enquêtes, les élections nationales, 30 à 33%. Il y a des incarnations qui peuvent être répulsives, on en a parlé, mais il y a aussi une inadéquation entre un discours assez fort à gauche de la part d'élus, notamment insoumis, voire écologistes, et ce que nous dit le sympathisant de gauche de base, qui n'est pas un militant, qui a d'autres choses dans sa vie, et il n'adhère pas. On ne trouve jamais une majorité de ces gens de gauche à dire que la police tue, à dire qu'il y a racisme d'État, à dire que les émeutes de 2023 étaient des émeutes sociales justifiées, et tout. J'ai envie de dire. Donc c'est ça aussi, ce décalage. Et c'est vrai que quand on entend 80 000 policiers déployés, le chiffre me paraît énorme. Est-ce que ce n'est pas trop? C'est pas à moi de le dire, je suis pas spécialiste de la question, mais c'est au moins 80 000 familles qui vont être dans une certaine angoisse. Exactement. Oui, alors déjà, c'est apporter tout mon soutien aux forces de l'ordre qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui nous écoutent peut-être dans leur camionnette, là. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les policiers se sentent abandonnés par les gouvernements depuis plusieurs années. Et là, même si Bruno Retailleau essaye de faire le maximum de ce qu'il peut, il faut reconnaître que lorsque vous êtes interpellé par la police et que 2 heures après, vous êtes de nouveau libre et que la comparution devant un juge se fera dans 8 mois, dans 10 mois, dans 15 mois, pour une peine qui mériterait une sanction immédiate, là, il y a un souci. Et puis, les Français attendent du pragmatisme. Le président de la République avait promis 15 000 places de prison lors de son premier mandat. On en est à peine à 7 000. Alors, M. Darmanin essaye de faire ce qu'il peut. Moi, je voulais juste mettre en perspective, lorsqu'il y a eu la crise du Covid en Chine, ils ont été capables de construire des hôpitaux en 15 jours. D'accord ? Nous, il nous faut 5 ans. On ne peut pas comparer une prison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la Chine et la France sur la main-d'œuvre et sur le travail. Oui, peut-être, mais en tout cas, sur leur capacité à agir et réagir, on peut peut-être quand même s'en inspirer. Ce que je veux dire par là, c'est que les policiers ne sont plus crédibles pour une grande partie de la population, puisque derrière, il n'y a pas de système de sanctions et il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont incarcérées. Les images de Reims sont terrifiantes. Ils sont terrifiantes. Ce sont devenus des cibles. C'était votre édito, Valérie. Ils sont devenus des cibles. Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait? Parce que on les met en tôle, les gens. Mais on ne peut pas. La loi ne prévoit pas que vous mettiez les mineurs en prison. Référendum. Vous savez, on a un problème d'autorité. Le mot autorité est devenu un gros mot. Je vois dans les familles. Vous savez, ça c'est la gauche qui a fait ça. Non, mais jamais. C'est pas que la gauche. Quand vous avez une mère de famille qui vient vous dire à votre permanence, Monsieur Vignal, mon gamin a 14 ans, je ne sais pas le gérer. Est-ce que vous pouvez le mettre en prison? C'est pas la gauche qui parle là. Moi, vous savez ce qui m'inquiète aujourd'hui. Et on n'en a pas parlé. Casser l'autorité, c'est la gauche. On a parlé d'immigration. C'est ce qui m'inquiète, Valérie. Moi, j'ai visité 200 villes en France, des quartiers difficiles pour ma loi de la médiation. Le narcotrafic aujourd'hui, c'est entre 7 et 8 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte que les jeunes qui chauffent au bas des immeubles, c'est eux qui vont acheter des fournitures scolaires aux gamins? Et vous avez les familles qui vous disent heureusement qu'ils sont là parce que eux, ils me remplissent le frigo, ils m'achètent les fournitures scolaires. Donc on a un débat sur le narcotrafic. Il faudra bien qu'on s'en occupe. Le gamin aujourd'hui qui gagne 4 000 euros de liquide par mois et qui ne sait pas lire et c'est devenu dans le rural. Bien sûr. Et donc là, il y a c'est ce que disait Rémi Branco hier, où il parlait d'un jeune qui est mort d'une overdose de cocaïne avec des parents totalement désemparés qui aujourd'hui et qui habitent dans une petite commune. Et la drogue est partout aujourd'hui. Ce que dit Patrick, c'est une prise de conscience réelle des Français. Déjà, le mot narcotrafic, qui a encore 5 ou 10 ans, c'était un mot qui était... c'était une série Netflix, Casa di Papel et tout. Maintenant, les gens se sont appropriés le terme. Dans l'enquête qu'on a faite en avril sur les déterminants du vote au municipal pour l'inspiration politique de Frédéric Durand, c'est le 6e déterminant du vote. Et comme vous le dites très bien, c'est pas qu'une question de métropole. C'est des petites villes, c'est des villes moyennes, c'est des zones rurales où des dealers peuvent être tranquilles et peuvent faire l'aller-retour pour livrer à domicile comme une pizza la drogue. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'ancien patron de l'INA, je ne juge pas son cas, mais ce système de livraison de drogue à domicile, c'est quelque chose qui est maintenant répandu partout. Et effectivement, comme carburant du sentiment d'insécurité, de ces mutations que l'on voit à l'œuvre sur l'insécurité, c'est plus un sujet clivé gauche-droite, c'est un sujet qui met en scène et qui reflète la perte d'autorité de l'État, c'est plus un sujet de police, c'est un sujet de justice et d'insuffisante réponse pénale, avec en plus le narcotrafic. Et Valérie, si on rajoute le nombre de gamines qui sont dans des centres, qui se prostituent entre 12 et 14 ans dans des hôtels avec des salopards, là, des jeunes de quartier ou non de quartier qui sont des proxénètes, et à côté de ça vous avez Olivier Faure qui vous dit je vais pas travailler avec Rotaillot. Non mais ils nous prennent pour des cons tous ces gens. La France elle a besoin d'un projet de société, elle a besoin de protéger nos enfants, elle a besoin d'une vraie décentralisation et que les élus se mettent autour, et une transparence. C'est pour ça que j'insiste pour Sébastien Lecornu, s'il est transparent avec le projet qu'il va présenter aux Français, il gagnera la partie. Mais qu'il fasse des référendums et qu'il ne parte pas sur une dissolution où on va choisir des hommes. Il faut que les Français... C'est pas lui, hein. C'est pas le Cornu, c'est le président. Il faut que les Français tranchent sur des sujets. Le ministre du référendum. Merci à tous les quatre. Il faut donner l'exemple. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour parler des produits ultra transformés avec 60 millions de consommateurs. À tout de suite.